Bonjour. Alors, je cherche toujours mon pointeur souris, il est tout petit, mais ça y est, je l'ai retrouvé. Déjà, merci d'être venu m'écouter. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est une histoire que j'ai vécue. J'espère qu'il pourra vous apprendre des choses. Alors, j'ai mis un QR code vers un sondage. Je ne sais pas si vous avez Internet. Si vous avez Internet, est-ce que vous pourriez tenter de le remplir? Alors, je l'ai recodé moi-même, c'était peut-être une boulette. Mais du coup, hop, je vois toujours des téléphones qui se lèvent. Sinon, l'URL vous permet d'arriver au même endroit. OK. Moi, je vais avancer. Le résultat du sondage, on reviendra dessus plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Ah ah, une télécommande, ça ne marche que si on connecte la deuxième extrémité. C'est voilà, le connecteur, c'est utile. Hop, on va y arriver. OK. Ça marche mieux. Du coup, en fin 2017, je rejoins deux cofondateurs pour créer Fairview. Je suis CTO pour cette société, du coup. En 2018-2019, on va me voir faire le tour de France en conf, justement, pour parler de... J'avais un talk qui était sur Haskell, votre mission, découvrir Haskell et le mettre en prod. Et je m'appuyais sur l'exemple de Fairview pour expliquer les besoins, la stack, ce genre de choses. J'étais toute fière de moi. Et, sauf qu'au moment du dernier talk, juin 2019, Fairview met la clé sous la porte et on passe en liquidation. Déjà, pas de suspense, je vous spoil directement, mais on s'est planté, c'était annoncé dès l'abstract. Mais la question, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on s'est planté? On va essayer d'analyser les raisons, et en fait, on remarquera potentiellement que j'aurais peut-être pu le détecter dès le début, d'où l'échec prévisible, en fait. Les raisons sont multiples. Elles vont être business, humaines, produits et techniques. En tant que CTO, bien sûr, j'ai ma part dans ces raisons de l'échec. Ça va avoir un impact monstrueux sur ma vie. Et par contre, c'est mon échec, mais aussi celui de mon équipe. C'est important à garder en tête. Je n'étais pas toute seule. Donc moi, je m'appelle Céline Louvet. Je suis lead dev chez Shine. Au quotidien, je fais du dev back-end. Je me suis spécialisée dans les archives cloud. Et j'aime tout ce qui est stabilité, qualité des applications. Alors, si je vous demande des noms de success stories, je pense que vous avez approximativement tous en tête un nom. Potentiellement, c'est même un nom français. En France, on compte actuellement 22 licornes. Alors, ça évolue un petit peu chaque année. J'en ai listé 6. Fun fact, les 3 du bas ne sont plus dans la liste actuelle. C'était celle d'il y a quelques années. Donc, ça évolue quand même pas mal. À l'opposé, si je vous demande des failure stories, ça vient moins vite en tête. Il y en a quelques-unes. On en a dans notre entourage potentiellement. Moi, lors d'une présentation précédente de ce talk, il y a des gens qui étaient là et qui l'avaient vécu aussi. Voilà, on connaît les échecs parce que les gens nous le disent, mais c'est potentiellement moins affiché en public devant tout le monde. Ça reste assez discret. Et la plupart du temps, quand on recherche sur le web, on va trouver des exemples de gens qui ont su rebondir. Ils ont liquidé, mais ils ont trouvé un nouveau truc. Dans l'abstract, j'annonce je joins un peu du rêve, soyons honnêtes. J'annonce 90% d'échecs, dont 10 la première année. Ce chiffre vient d'une étude, Startup Genome. Par contre, cette étude ne fournit pas les détails, donc on ne sait pas trop. Un autre organisme, Widan, qui est spécialisé dans l'accompagnement de start-up, annonce un taux entre 60 et 75% d'échecs. Il n'est absolument pas sourcé. On est au doigt mouillé. Dynamic Mag aussi annonce un taux aux alentours de 80%. Toujours aucune source. Bon, bref, vous l'aurez compris, en France, on n'a pas vraiment les chiffres. Ils sont présents un peu plus ailleurs dans le monde, mais en France, on reste dans le flou à ce niveau-là. On a un taux d'échec on arrive à un consensus entre 60 et 90%, ce qui est très large, soyons honnêtes.
Ça reste, par contre, plus d'une start-up sur deux. OK, on va regarder les détails du sondage, si j'y arrive. Tac. Non, de l'autre côté. Oui. Du coup, hop, je vais me mettre par là. En termes de vote exprimé, du coup, 25 personnes se sont exprimées. Il y a, on va dire 80%, je vais arrondir, de personnes qui ont eu envie de créer une start-up. Là, ça diminue dans l'autre sens. Il n'y a que 10% de personnes qui ont créé cette start-up. Et alors, à savoir que la deuxième question, c'est les gens qui ont répondu oui à la précédente, etc. Et donc, dans les personnes qui l'ont créé, 2 personnes ont réussi et 2 considèrent que c'est un échec. Et dans ceux qui n'ont pas encore osé créer leur start-up, donc les 31 personnes restantes, il y a, c'est assez réparti moitié-moitié. Il y a des gens qui hésitent pour la raison de la peur de l'échec et d'autres pour d'autres raisons. OK. C'est un peu ma curiosité personnelle, ce sondage. Alors, moi, je vais entrer dans le vif du sujet. Je passe par 4 phases dans ce talk. On va aller, en fait, c'est plus ou moins chronologique. Hein. Donc, quel est le contexte qui nous a amené à cette création ? Vers 2017, j'étais à l'époque, j'avais envie de bouger, on va dire. Donc, à ce moment-là, je suis en couple, j'ai un enfant. C'est important à garder en tête. Bon, j'ai aussi un crédit bancaire à rembourser, comme beaucoup de gens. Hein, il faut gagner de l'argent pour arriver à le rembourser. J'ai déjà eu un burn-out. Je ne l'ai jamais vraiment assumé, donc jamais guéri. Je continue, on ferme les yeux et on continue à courir, tout va bien. À ce moment-là, j'ai fait toute ma carrière en ESN et j'en ai marre. Pour plein de raisons. Entre autres, j'en ai marre des gros clients où j'ai toujours atterri. Je suis trop loin des utilisateurs des applications. Alors, on bosse sur des cahiers des charges, machin. Bon, ça a des limites. J'ai envie de me sentir plus concernée par le produit que je développe. Et j'aimerais être motivée, j'aimerais qu'il soit intéressant, etc. Et point important pour la suite, j'ai à ce moment-là une très grande confiance en moi parce que tous mes projets jusque-là se sont bien passés. Ça veut juste dire que la baffe que je vais me prendre dans la suite du talk, elle sera plus forte. C'est tout ce que ça veut dire. J'ai eu une première opportunité, en juin 2017, d'être CTO d'une boîte existante. Une trentaine de personnes, 3 devs. Au final, ce n'est pas du tout le contexte qui me convient. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, on va discuter. Moi, je ne réponds pas au job. Eux l'avaient mal estimé. C'est un peu dans les deux directions. Après discussion, on me propose une rupture de la période d'essai. C'est cool parce qu'en fait, ça me permet de bénéficier des allocations chômage. Et c'est pas rien. Donc à ce moment-là, me voici chômeuse, hein, c'est fait, on est en novembre. Donc moi, à l'époque, j'avais 2 ans d'alloc devant moi. Ce n'est plus le cas maintenant, je suis désolée de vous le dire. Par contre, je commençais à douter un petit peu, parce que je viens de me lancer dans le monde de la start-up, je me plante direct dans les quelques mois de la période d'essai. Est-ce que je suis vraiment faite pour ce monde-là ou pas ? Et puis, en discutant, j'ai une opportunité. Je vais à un meet-up, et au-dessus d'une part de pizza, là, truc que j'ai plus le droit de manger maintenant, j'ai un ami qui me dit je connais 2 personnes qui recherchent un dev pour réaliser leur idée, en fait. Je me dis ça se tente, en fait. Qu'est-ce que je crains ? J'ai des allocs. Essayons. Ils arrivent avec un bagage de choses. On va discuter. On est mi-décembre. La date est importante. Ils arrivent avec l'idée, bien sûr. Ils ont fait une étude de marché. Ils ont réfléchi à un moyen de se démarquer. Ils ont défini un business model. Ils ont réalisé un business plan. Et tout ça, c'est quand même cool, parce que moi, je sors d'une école de dev. C'est des trucs que je ne connais absolument pas. En plus, c'est les écoles de dev d'il y a un bout de temps. Hein. Moi, je sais faire du dev, je sais faire de l'admin système, base de données et de la compta. Voilà, pourquoi la compta ? C'était dans le package de l'époque. Qui sont-ils ?
Ce sont 2 hommes de 25 ans, donc qui sont sortis d'école il n'y a pas très longtemps. Moi, j'en ai 38 à ce moment-là. Ça fait déjà une sacrée différence, un gap d'âge, on va dire. Ils se connaissent parfaitement. Moi, je ne les connais pas du tout. Ils ont de l'XP dans des grands groupes, moi aussi, c'est cool. Personne dans le groupe ne connaîtra le monde des startups jusqu'à ce moment-là, à peu de choses près. L'un d'eux est au chômage, l'autre au RSA, parce qu'ils ont arrêté leur contrat au moment où ils ont eu l'idée, et ils se sont lancés directement. Tous les deux sont des anciens de Paris-Dauphine. C'est utile. Ils ont des formations orientées business et marketing, majoritairement, donc tout l'opposé des trucs que moi je sais faire. L'un d'eux est un ancien de l'ESSEC aussi. Alors, en toute honnêteté, je pense que je ne les ai pas du tout challengés lors de cette discussion. Je n'y connaissais absolument rien. C'est un truc très... Enfin, je leur faisais confiance, en fait. Ils avaient l'air de savoir de quoi ils parlaient. Je me suis fait avoir au bagou, en fait. Soyons honnêtes. Je pense que j'avais le comportement de quelqu'un qui passait un entretien d'embauche, typiquement le prestat de SN qui passe l'entretien pour un client, en fait. Voilà, j'ai reproduit ce que j'ai toujours fait jusque-là. Et je voulais travailler sur l'idée, mais je ne me suis jamais vraiment posé la question de est-ce que j'avais envie de travailler avec eux. C'est important quand on signe quelque part de savoir si on veut travailler avec les gens avec qui on va devoir travailler. Alors, en quoi consiste l'idée ? Fairview, c'est un outil de récolte des avis des consommateurs. Je pense que vous connaissez maintenant Avis Vérifié, Trustpilot, enfin bref, il y en a d'autres plus ou moins connus. Au moment où on se lance, en fait, il y a une nouvelle loi qui vient d'être mise en place. Jusque-là, les plateformes pullulaient de faux avis déposés par des robots. La fourchette, c'était un carnage. Tous les restos étaient géniaux. Bref, ça valait rien, en fait, de lire les avis. Et à ce moment-là, donc on est en décembre 2017, il y a une loi qui a été promulguée quelques mois avant, qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Cette loi, elle va imposer à tous les e-commerçants d'avoir donc des avis dits vérifiés. Par vérifier, on entend les gens qui ont vraiment acheté quelque chose chez ce commerçant. Alors moi, je trouve que l'opportunité est géniale, parce que voilà, on a une raison de le faire, je trouve ça cool. Je leur ferai ensuite dans ma carrière le coup de l'idée et de la loi. C'est un truc, il faut que je comprenne que ça ne marche pas. De plus, on a un côté mignon que j'aime beaucoup, moi. Pour chaque avis qu'un client va laisser, donc quelqu'un qui a acheté un produit chez un e-commerçant, nous, on va faire un micro-don à une association. C'est génial en soi. Les dons, on va les reverser régulièrement. C'est éthique, je trouve ça cool. Comment ça fonctionne ? Là, c'est un système d'avis, donc il n'y a rien de spécial. Le consommateur va acheter un truc chez un commerçant. Le commerçant notifie Fairview de l'achat avec les informations et la date, ce genre de choses. 2 semaines plus tard, Fairview envoie un email à la personne. Le consommateur va déposer son avis. Alors, il s'avère qu'il n'y a que 40% des gens qui laissent leur avis. Le problème, voilà, c'est... On espère qu'il va laisser son avis, on va dire. Et derrière, nous, on lui permet de sélectionner une association, puis on enregistre un micro-don pour cette association. OK. Du coup, comme je disais en préambule, ils ont fait une étude de marché. Il en est ressorti qu'il y avait déjà de nombreux concurrents, okay, parmi les plus connus, qui sont toujours actuellement en place. Et certains étaient là depuis déjà de nombreuses années. On est en 2017, fin 2017. Il y en a qui sont là depuis 10 ans quasiment. Donc le marché est déjà un petit peu rempli. Il va être du coup vital de se démarquer. Et vite. Et l'impact aussi, c'est que comme ils sont déjà en place, c'est que nous, on va devoir réfléchir à ce que veut dire un MVP pour nous. La notion de MVP, je vais revenir dessus. Pour se démarquer, on va viser les TPE et les PME. Les concurrents fonctionnaient par abonnement mensuel. Le coût était assez fort.
Les tout petits commerçants du type, je ne sais pas, je vais dire certainement une bêtise, mais je vends un bracelet une fois par mois, ce genre de choses, un abonnement mensuel n'est absolument pas rentable pour ces gens-là, en fait. Du coup, on vise ces gens-là. Et en plus, on a la motivation éthique, ça rajoute un point de différenciation. Et puis, bonus, parce qu'on est quand même en start-up, hein, mais les dons, ce n'est pas anodin, c'est déductible de l'impôt sur le chiffre d'affaires de Fairview. On garde ça en tête, hein, l'argent, ça reste important. Pour le MVP, c'est plus compliqué. Déjà, un MVP, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde n'est pas d'accord sur la définition du V. C'est assez rigolo. Minimum Viable Product. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la version du produit qui a le minimum de fonctionnalités pour obtenir le maximum de feedback des clients. Tout le monde n'est pas d'accord dessus, parce que le V, pour certains, ça veut dire vendable. Et vendable, c'est pas pareil, on ne met pas les mêmes fonctionnalités. Par contre, je vous mets au défi de trouver un MVP plus serré que lister des avis, mettre des notes, et la loi nous y oblige, donc modérer ses avis. On ne peut pas faire grand-chose de plus, enfin de moins même, que ça. Et en fait, c'est déjà ce que font toutes les plateformes. Donc on va devoir fournir un certain stock de fonctionnalités qui sont déjà chez les concurrents. Et on va devoir commencer par se mettre à niveau avec eux, en fait, à peu de choses près. Et comme on veut toucher les TPE, PME, le plus simple, parce qu'on ne va pas aller appeler chaque commerçant un par un au téléphone, c'est de passer par des plugins sur des plateformes que ces commerçants utilisent. Les connus, on a Shopify, PrestaShop & Co. Ah oui, la petite roadmap. Donc elle était prévue dès le début, hein, dès qu'ils ont commencé. Donc on a une promulgation de la loi qui était en septembre 2017 et une entrée en vigueur en janvier 2018. On est mi-décembre 2017. La loi entre en vigueur dans 2 semaines, avec Noël au milieu. Au moment de notre discussion, nous sommes donc mi-décembre. On a 6 mois devant nous pour sortir une version bêta. C'est court, mais c'est faisable. 9 pour la version finale. OK. On ne peut pas se permettre, en fait, de perdre plus de temps. Parce que les concurrents, eux, ça fait déjà des mois qu'ils ont leur produit en place. Ils vont certainement rejoindre ce niveau de... respecter la loi beaucoup plus vite que nous, en fait. Donc, il va falloir qu'on court. Alors, je ne trouve jamais l'expression, mais c'est un peu un succeed or die. Mais il n'y a pas trop le choix, quoi. Spoiler, nous, c'est die. On va y passer. Mais c'est tendu, mais à l'époque, je sors de SN, hein, il faut juste mettre plus d'argent et plus de gens et ça va bien se passer. On n'a pas d'argent. Donc voilà, ça ne marche pas. Et absolument, tout me paraît faisable à ce moment-là. Je ne sais pas dire non. C'est un truc qui est assez fort. Voilà. Et la cruche que je suis a dit « Ouais, ça me plaît trop, on se lance ». Ils vont me proposer une répartition. À ce moment-là, ils sont à 50-50 et chacun va me céder 10% de leur part. Le mot est important, j'ai dit céder. Ce n'est pas anodin. Moi, je vais arriver à 20% et chacun d'eux à 40%. Ça me paraît OK parce qu'en fait, ils apportent l'idée. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils me l'ont vendu. En fait, ce n'est pas vraiment OK. Le dev, c'est lui qui va produire le truc. On va y passer du temps, en fait. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une répartition à l'identique, à minima? Et ensuite, ça va avoir un impact sur moi. On connaît bien le syndrome de l'imposteur et ce genre de bêtises. Chez moi, ce 20% va me dire « Cocotte, ils sont plus importants que toi ». Et ça va rester dans ma tête, ça. Alors, je ne suis pas sûre que le 30% aurait changé quoi que ce soit, parce qu'ils étaient quand même 2 en face, mais psychologiquement, ça s'est ancré. Du coup, je me demande à quel point une répartition inégale va toujours amener, enfin toujours même, en tout cas souvent, à un rapport de force, en fait. Voilà, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas de réponse à cette question. Comment est-ce qu'on va déclarer? En fait, à ce moment-là, je vais signer une lettre d'intention
pour avoir les 20%, donc, par vesting. C'est de l'attribution progressive. C'est une lettre d'intention. Ce n'est pas un pacte d'associés. Ce document n'a aucune valeur administrative ou légale en France. C'est mignon, mais voilà, ça ne sert à rien. Fun fact, si vous regardez sur Papers aujourd'hui, vous verrez que sur Fairview, mon nom n'apparaît jamais dans les papiers officiels. L'avantage, c'est qu'au moment de la liquidation, je n'ai pas eu besoin de m'en préoccuper. J'étais tranquille. Ils se sont débrouillés avec la liquidation. Voilà. Bon, j'ai toujours pas été fondatrice de cette société. Mais donc, mon petit conseil perso, ça serait renseignez-vous de votre côté sur la procédure. Soyez pas cruche comme moi. Et puis, pourquoi pas en discuter avec un avocat. Ça peut valoir le coup, c'est pas forcément hyper cher. Et si ça vous sort de la mouise dès le début, tant mieux, quoi. Et bref, en tout cas, on a signé, c'est trop tard. Maintenant, c'est parti. Alors, quand on se lance, il y a une question qui arrive assez vite. C'est comment est-ce qu'on s'organise et surtout, où? Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais tous ceux qui ont fait de la start-up ont atterri sur le canapé. En fait, les premiers mois, on va se retrouver majoritairement sur le canapé de l'un de mes deux collègues, parce que lui, voilà, il a un canapé facile d'accès dans Paris, le mien était un peu trop loin. On ira chez lui quasiment tous les jours. On fait un peu de télétravail de temps en temps, mais on est globalement chez lui. On fera un peu de coworking, ça sera les jours où le canapé n'est pas accessible. Genre quand sa copine est à la maison, nous on se trouve à un autre endroit. Je ne sais pas vous, hein, mais moi je suis quelqu'un d'assez timide, ça va me mettre mal à l'aise de squatter chez quelqu'un dans sa vie privée au quotidien pendant des mois. On est juste collègues en fait. En plus je ne les connaissais pas juste avant. Je n'ai pas besoin de connaître sa vie privée. Les slips qu'il met à sécher sur l'étendoir, ça ne m'intéresse pas, en fait. Pareil pour sa copine, même si sa marque de lingerie peut être intéressante, je n'ai pas envie de regarder ça. Bref, malheureusement, on était à Paris, les coworks, ça coûte un bras, donc on n'y va vraiment que quand on n'a pas le choix. Alors, un autre point, donc je vous disais, il y en a un qui est un ancien de l'ESSEC. Ça nous a permis de nous inscrire au programme de l'ESSEC et d'en bénéficier. Alors, leurs locaux étaient à Cergy, donc on n'a pas vraiment pu y aller. Cergy, c'est en banlieue parisienne, un peu pas agréable. En tout cas, une chose est sûre, moi j'ai beaucoup apprécié. Eux, je ne sais pas ce que ça leur a apporté, mais moi j'ai appris des choses en entrepreneuriat, en marketing, en levée de fonds. Tous ces sujets-là que je n'avais jamais abordés dans mes études, j'ai pu être formée dessus. C'est génial, en fait. Et pareil, du coup, c'est deux anciens de Dauphine. On va pouvoir s'inscrire à l'incubateur de la fac. Et à partir d'avril 2018, et yep, on a le droit d'aller dans leurs locaux. Ça y est, on quitte le canapé. Il était temps. 4 mois quasiment de canapé, c'est long. Voilà, surtout que c'était pas hyper confortable, quoi. En tout cas, on va pouvoir quitter ce fameux canapé, discuter avec d'autres gens aussi. Moi, je vais pouvoir discuter. Alors, il n'y avait qu'un seul dev dans l'incubateur, en plus de moi. Donc, on était un peu tout seuls tous les deux. Mais globalement, c'était déjà pas mal d'avoir d'autres discussions. Hop, mes lunettes cognent. On va aussi bénéficier de l'accès à des experts à tarifs imbattables, gratuits. Alors, point rigolo, les locaux sont dans la fac. Okay. Moi, j'ai 38 ans. L'âge des étudiants, d'après vous, il est plus proche de 18, 20, 23 grand max. Ça fait bizarre quand même. Ils ont 20 ans de moins que moi. Je me suis sentie sacrément vieille, ne serait-ce qu'en entrant aux chiottes du bureau. Et là, je tombe sur des gamines à côté. Et ça fait vraiment très, très bizarre. Voilà, donc c'était mon petit moment à moi. Aussi, le resto U. On a pu profiter des tarifs étudiants dans le budget de quelqu'un qui n'a pas de revenus en dehors des allocs chômage. C'est quand même vachement cool. Bref, c'est pas nouveau hein, ce que je viens de vous dire. C'est si votre établissement, vous avez fait vos études, a un système qui peut vous accompagner d'une manière ou d'une autre, quelle qu'elle soit, ne serait-ce que la bouffe, en fait, allez-y, c'est déjà pas mal. Tout aide et peut être utile. Ok,
on va commencer, on va essayer quand même de bosser, hein, parce que c'est pas tout ça. On va commencer par le site vitrine. Le site vitrine, c'est un site qui va nous permettre d'exposer notre produit, surtout, de pouvoir toucher des investisseurs, des incubateurs, et puis pourquoi pas de commencer à récolter des adresses email de futurs, ce qu'on appelle nous les clients, qui sont donc les e-commerçants. Les maquettes sont déjà prêtes. Elles ont servi à faire un prototype quelques mois auparavant. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que les couleurs, le vert, c'est abominable en présentation. On l'a découvert en cours de route, on a dû changer toutes les couleurs de nos sites. C'était vraiment pas terrible. Mais du coup, sur les screenshots, en fait, le design est d'une complexité redoutable. Il y a des diagonales dans tous les sens, c'est ultra responsive. Je me suis fait des chemins SVG entre des images en dynamique suivant la résolution. J'ai level up en dev front ce jour-là. Mais par contre, voilà, très complexe. Je me suis dit au début, on a besoin d'avancer vite quand même. Je vais essayer de fournir une version simplifiée de ce design et on l'enrichira ensuite. Je prévois donc un design allégé. Il y avait un formulaire de contact au milieu. Du coup, je vais le remplacer par un bouton qui pré-remplit un email. Tout simplement ça, c'est déjà utile. Je vais essayer de décaler ça. Hop. Excusez-moi. Et cool, ils sont d'accord sur le principe. Je me lance. J'ai une stack qui est déjà prête sous le coude. Je la connais bien. Donc, je vais faire du JS avec du Vue.js. Elle est déjà prête. Elle est déployable instantanément, donc je ne perds pas de temps. Je vais héberger ça sur du Firebase à l'époque. C'était nickel. Ça a un peu évolué depuis, mais c'était extrêmement efficace. L'avantage, c'est que le système de quotas fait que c'est gratuit pour notre utilisation. On a 3 utilisateurs, nous. Donc, quand même, c'est pratique. On va se lancer, parce qu'en start-up, on n'a toujours pas de fric. En tout cas, je connais bien la stack, donc j'avance bien. Par contre, s'ils ont besoin de déplacer un bouton, rajouter des portions, ça va devoir passer par moi, en fait. Ce ne sont pas des devs. Et ils vont vouloir jouer avec est-ce que quand le bouton est en haut, est-ce que ça fonctionne mieux, ce genre de choses. Je vais devoir, du coup, le faire. Et là, on va rentrer dans notre première perte de temps. On est en janvier 2018, donc ça fait 2 semaines. Moi, j'ai profité de ma période de Noël. Je ne vous parle pas de ma vie sociale. Mais du coup, j'ai commencé par faire la version simplifiée. Elle est disponible, on est bien. Et c'est là où on va avoir nos premières tensions. 2 semaines après le début. En fait, la version simplifiée ne suffira pas. Moi, je prévoyais de faire cette version-là, puis ensuite de passer sur le produit en fait en tant que tel. Parce que le site vitrine, je suis désolée de le dire, mais ça n'apporte aucune valeur métier. Les clients, les commerçants ne vont pas payer pour ça, en fait, il n'y a pas de raison. Donc, c'est vraiment le truc qui n'apporte rien. Donc, je veux passer au produit en tant que tel. Mais pour eux, et là, c'est un souci de mindset et aussi de langage de ma part, je me suis fait avoir toute seule. Je leur ai dit, je fais une version simplifiée et ensuite, je ferai une version enrichie. Eux, ils ont compris tout de suite après. Pour moi, c'était simplifié, produit, enrichi. Voilà. Les mots, tout ça, ça ne marche pas. Donc, ils vont vouloir que je continue. Et là, ils vont me demander d'atteindre le fameux CSS diagonale responsive & co, d'ajouter d'autres fonctionnalités dont ils ont besoin. Je vous fais la liste, mais prenez pas le temps de la lire, ça ne sert à rien. Elle est trop longue. Et si on essaye de représenter dans le temps ce qui s'est passé, en fait, ça donne ça. En 2 semaines, j'ai atteint un premier niveau de fonctionnalité très rapidement. Et après, j'ai mis 2 mois pour atteindre la suite. Je ne sais pas si ce graphe vous rappelle quelque chose. Je vois des hochements de tête. En fait, il est très proche de celui de Pareto, ou le 80-20. Pareto, c'est un principe qui annonce que les premiers 80% de fonctionnalités, si on l'applique au dev, sont très faciles à atteindre et ne demandent que 20% d'efforts. Et par contre, les 20% de fonctionnalités restantes, elles, demanderont 80% des efforts. Elles sont très difficiles. Voilà, ça c'est la version officielle. Donc la zone 1, c'est les faciles, c'est mes 2 semaines, à peu de choses près. Et la zone 2, c'est tout le petit plus qu'on m'a demandé ensuite.
Et là, on a perdu un temps fou. Si je devais le refaire aujourd'hui, en fait, je ne le ferai pas. Voilà. Ça ne sert à rien. En codant ce truc-là, j'ai perdu un temps qui était vital. Ça n'a apporté aucune valeur d'un point de vue client qui paye. Startup, argent, le client doit payer. Donc, en fait, j'aurais pu leur demander de faire un PDF et moi, je l'aurais hébergé. Ça marche très bien. On aurait pu utiliser c'est plus moderne, mais un prototype Figma, par exemple, ça fait aussi très bien le taf. Et au moins, ils auraient eu la main dessus, en fait. Ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient, sans moi. Donc, mon petit conseil, c'est on se concentre sur la valeur métier. L'objectif, c'est de gagner du fric et de survivre. Donc, ça y est, on est en mars 2018. On a commencé en décembre. La loi est en place depuis janvier. Ça fait déjà 2-3 mois. Mais maintenant, on a un site vitrine. Je peux enfin me concentrer sur le produit. Je prévois donc une API basique. Dessus, je vais accrocher un premier front-end d'administration. Notamment, la loi nous impose de modérer les avis des clients, enfin des consommateurs. Il y a des gens qui mettent des insultes des fois dans les avis. On n'est pas surpris, mais c'est comme ça. Donc, nous, notre job, c'est de repasser dessus et de les supprimer, entre autres. Et l'API, elle va aussi servir donc un front-end public qui va permettre de voir les avis dans l'essai, ce genre de choses. Et elle va aussi servir les plugins des plateformes. Là, j'ai représenté PrestaShop, mais c'est pareil pour toutes les plateformes. Alors, je ne vais pas parler du plugin, parce que celui-là, il ne m'a pris que 2 semaines de dev. C'était extrêmement rapide, il était prêt. Voilà, rien de spécial. Par contre, je vais me concentrer sur le reste. Je vais créer ma stack. Pour avancer au plus court, je vais me concentrer sur un monolithe qui sert directement ces fichiers front-end. On ne va pas chercher très loin. Vue.js, c'est toujours prêt sous mon coude, donc je le ressors. Et là, je m'emballe. Je vais me faire du Haskell. Je vais y revenir dessus, pourquoi. Et puis en base de données, je reste sur un truc assez standard qui fait beaucoup de choses, qui est Postgre, très fiable. Mon idée, dans un premier temps, c'est vraiment de me concentrer sur les fonctionnalités et le principe de faire les choses qui fonctionnent avant de les faire jolies. C'est ce que je vais essayer de faire. Pareil, je ne me préoccupe pas de la scalabilité. La scalabilité, c'est un problème de riche. Il faut qu'il y ait des clients qui payent pour que vraiment on ait des gens qui viennent sur la plateforme et compagnie. Donc, pour l'instant, on est 3. Alors, mais pourquoi Haskell ? À l'époque, d'ailleurs, à cette date-là, je commençais à tourner, j'étais toute fière de moi. J'avais expliqué mon choix comme ça. Il était totalement subjectif. J'avais fait une liste de technos usuels que j'avais pratiqués dans ma vie. Il n'y avait que Haskell que je ne connaissais pas. J'avais envie d'un langage compilé. Alors, à l'époque, TypeScript n'était pas aussi développé. Donc, c'est pour ça que c'est plus du JavaScript qu'il y a derrière. Donc, ça va éliminer Node, Ruby, PHP. OK. J'ai envie de fun. Alors là, c'est totalement subjectif. Mais, j'entends, Java. Désolé, c'était mon troll personnel. Voilà. Et puis, je voulais découvrir un truc, en fait. C'était pas le bon moment, mais j'avais envie. Et du coup, j'avais déjà fait du Scala, donc je l'ai éliminé, et j'ai atterri, magiquement, sur Haskell. Alors, magiquement, s'il était dans la liste, c'était pas sans raison, c'est que j'avais envie d'en faire. Si j'ai éliminé les autres, c'était pas non plus sans raison. Donc là, mon choix était totalement biaisé, et on appelle communément ça la hype-driven development. Quelle que soit la hype, là, c'était ma hype personnelle, mais elle était là. Alors, petit bonus, Clever Cloud, à ce moment-là, cherchait à promouvoir de l'hébergement de projets en Haskell. Donc, c'est cool. J'ai des crédits gratuits pour héberger mon truc. Ça coûte toujours 0, ma stack. Ouais, la hype, méfiez-vous-en, parce que c'est pas parce que la techno est à la mode ou parce que quoi que ce soit qu'il faut se lancer dedans au moment où vous créez une start-up. C'est pas le bon moment, en fait. Non, il faut avoir un vrai besoin. Et du coup, comment ça s'est passé, cet apprentissage de Haskell ? Difficile, soyons honnêtes. Très, très, très difficile. Je débarquais, j'avais mon ego surgonflé, là.
J'avais fait plein de langages différents dans ma vie, j'étais trop bien. Je me suis dit, oh, c'est qu'une syntaxe différente. Nope. Ouais, la syntaxe est différente. Elle a même ce que j'appelle des symboles kabbalistiques. Parce que bon, alors c'est fun, il y a des flèches un peu dans toutes les directions. Elles veulent toutes dire un truc différent. Voilà, bref. Aussi, Haskell, c'est un langage purement fonctionnel. Les deux mots sont importants dans cette phrase. Il faut penser de manière fonctionnelle et il ne nous laisse absolument pas le choix. Et donc, c'est un langage pur. Ça veut dire que tout ce qui est gestion d'I/O est particulièrement et volontairement extrêmement désagréable en Haskell. Écrire un log, c'est de l'I/O. Loguer ce que fait votre appli, c'est rentrer dans de l'I/O en permanence. C'est fun, mais il y a des moments où on se fait une petite torture du cerveau qui est assez désagréable. Et la doc, alors elle est géniale parce que le langage s'auto-documente tout seul. Il y a des plateformes entières où on peut trouver de la doc Haskell. Par contre, elle est potentiellement très compliquée à comprendre parce qu'il y a toujours ces mêmes fichus flèches qui apparaissent partout. Et puis, les flèches, là, allez les rechercher sur Google. Ça ne marche pas, en fait. Non, ça ne marche absolument pas. Google ne veut pas. Et quand on a de la chance, on atterrit sur Stack Overflow. Je comprends les mots dans leurs phrases. Je ne comprends pas la phrase. Les gens, les utilisateurs, les devs Haskell, ils font des phrases compliquées. Je suis désolée. Ça, c'est un petit peu ce que j'ai vécu. J'ai trouvé ça dans un article. C'est assez fun. Le petit truc en zigzag rouge, c'est mon cerveau. Le truc qui fait une belle montée en productivité, c'est la productivité. Et au début, alors pendant bien 1 mois, 2 mois, mais mon cerveau était en explosion tous les soirs. Je rentrais, j'avais mal à la tête, j'étais claquée, j'avais réfléchi en fait. C'est vraiment, je crois que j'avais jamais réfléchi dans ma vie comme ça. Et puis un jour, j'ai commencé à comprendre vraiment. Et j'ai commencé à bien produire, ça avançait bien. Puis bam, je suis tombée dans le problème suivant, qui était les monades et l'I/O. Donc ça ralentit à nouveau, il faut se retorturer le cerveau, et ainsi de suite. Alors moi, je n'ai jamais rencontré le petit mur d'après, la théorie des catégories, parce qu'on a liquidé avant. Et par contre, j'ai découvert un truc qui était génial en Haskell. C'est le type-driven development. C'est toujours utile aujourd'hui quand je dev. L'idée, c'est de définir les types qu'on a au début, définir les types de là où on veut arriver, et après, le compilateur nous accompagne pour arriver de l'un à l'autre. Il fait quasiment le job tout seul. Alors, spoiler, il faut un compilateur. Ça ne marche pas dans tous les langages, mais du coup, on peut le faire. Aussi, nommer les trucs de manière expressive, c'est pas rien. C'est toujours utile. Mais ce choix de Haskell, ça a quand même des conséquences, en fait. C'était pas un choix anodin. Boum, la roadmap. Il n'y a pas de surprise. J'ai explosé les dates. On est en été 2018. Moi, je commence à relever la tête pour respirer. Par contre, suite à... quand même, je vais être productive, mais ça arrivait un peu trop tard. J'ai perdu la confiance de mes collègues. Parce que voilà, je leur disais non, mais ça va bien se passer. Il y a un moment, j'ai perdu leur crédibilité. Enfin, j'ai perdu en crédibilité. Ce que j'aurais dû faire, la réponse est très simple. Dès le début, en voyant que j'y arrivais pas, j'aurais dû juste abandonner et refaire un truc que je connaissais. J'ai voulu mettre la charrue avant les bœufs. J'ai ignoré le besoin de productivité. Bref, fail. Mais on a le droit de se planter dans la vie. C'est un des messages importants que j'essaye de passer. Admettez juste vos erreurs, rangez votre ego et admettez-le. Ça permet de redresser des fois des choses. Je leur ai dit, désolé, je me suis planté, je vais faire autrement. Je pense qu'ils l'auraient très bien pris. Bref, si je devais refaire ça, je m'appuie sur un truc que je connais, que je maîtrise pour aller vite. Et en plus, c'est bête parce qu'au-delà de ça, toute mon archi était bonne. Mais, et les levées. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'aimerais bien discuter avec vous à un moment. Donc en fait, les business angels, qui sont le premier niveau de levée,
sont intéressés par deux choses. Soit un produit qui les touche personnellement, ou un produit révolutionnaire. Bon, alors sinon, un chiffre d'affaires assuré, hein, parce qu'ils ne vont pas mettre de l'argent dans un truc qui ne marchera pas. Oui, Fairview n'a rien de révolutionnaire, comme on l'a vu. On a un côté éthique qui est mignon, c'est tout. Donc on va se concentrer sur le chiffre d'affaires. Pour avoir du chiffre d'affaires, il faut des gens qui payent, ce qu'on nous on appelle des clients, mais en fait c'est les commerçants. Il faut donc avoir publié le plugin sur les stores, parce qu'il faut adresser les TPE-PME. Et là, vous revoyez apparaître Pareto. Les TPE-PME sont dans les 20% restantes de gens. C'est plus facile d'atteindre un gros client qui paye cher que plein de petits gens, de personnes qui ne payent pas cher. Donc, 80% d'efforts pour arriver à les atteindre. Donc, voilà. Le plugin, il faut l'avoir développé, du coup. Et puis, je vais continuer à enfoncer des portes déjà ouvertes. Mais pour avoir un plugin, il faut avoir une API. Bref. Et c'est là où on a le coup près. Les investisseurs nous disent « revenez plus tard ». Ah génial. Bref, c'est rideau, quoi. En fait, pas complètement, mais quand même beaucoup. Octobre 2018, on n'a pas réussi à lever d'argent. On n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a rien. Bref, c'est la dégringolade, si j'arrive à le prononcer. En tout cas, le plus dur à ce moment-là, c'est de garder la motivation et de continuer à avancer. Parce qu'on vient de se prendre une baffe, ouais. Ah oui, celui qui était au RSA, il n'a plus d'argent. Donc il retourne chercher un emploi, novembre. Et puis celui qui est au chômage va devoir faire pareil, parce que lui, il a commencé à cramer ses allocs avant. Donc lui, c'est en décembre qu'il quitte le navire. Janvier, il n'y a plus que moi. 20% départ, je vous rappelle. Il n'y a que moi qui vais continuer à bosser dessus. Moi, j'ai de la chance, je peux continuer. Mon conjoint a un salaire, donc ça me permet de continuer. Ça, j'ai tenté de représenter mes commits de l'époque. Je ne sais pas si vous voyez un truc, si vous le voyez bien, mais en fait, il n'y a qu'un seul moment qui est tranquille, qui est calme sur ce graphe. Il se situe approximativement de 4 heures du matin à 9 heures. En gros, j'ai passé 1 an à me lever le matin avec le départ de mon gamin à l'école. Coder, j'ai pas de pause déj le midi, enfin durant la journée. Quand il revient le soir, je m'arrête jusqu'à ce qu'il se couche et après je reprends. Jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures. Je crois que j'ai même un point qui est à 6 heures du mat'. Bref, je ne suis pas très reposée, on va dire. Je suis épuisée, je suis pleine d'anxiété. J'ai encore un peu de chômage devant moi, donc je vais essayer d'en profiter pour me reposer. C'est l'une des autres utilités de Pôle emploi, premier investisseur de France. Pôle emploi, c'est bien pour la santé aussi. On est en mars 2019, il y a un moment, il faut quand même reprendre pied dans la réalité. Je me lance en freelance. J'y ai gagné des nouvelles connaissances, c'est cool, dans des métiers que je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert une nouvelle manière de coder, les types. Il n'y a pas que du positif. J'ai aussi, surtout, une sensation d'échec très forte. Un épuisement, mais tellement profond. Le temps que je viens de passer, je l'ai fait à 200%. Mon gamin était ma seule bouée, en fait. Il me sortait de l'eau de force. Mais sinon, moi, j'étais en plongée permanente. Bref, on est 5 ans plus tard. J'ai fait un burn-out. Il est toujours là. Dès que j'abuse, je pense que ce week-end, je vais bien dormir. Mais il repointe le bout de son nez. Si c'était à refaire... Alors, je vous arrête tout de suite. Quand on me pose cette question, j'ai une réponse. Je ne le referai pas, parce que je suis grillée. La dernière personne qui m'a posé cette question, je lui disais je rêve d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Pareil que les chèvres, c'est bruyant et ça sent pas bon. Bon, je vais certainement trouver autre chose, mais ça court partout et tout, c'est mignon. Bref, en tout cas, ça vous annonce mon état d'esprit, rien à voir avec le dev. Hein. En tout cas, au-delà de la blague, lors de l'entretien initial, il faudrait les challenger plus, essayer de poser des questions sur l'idée, les limites, ce genre de choses. Je suis en retard.
Comprendre le business plan, c'est un truc que je n'ai pas fait à l'époque. Et non, mais il faut vraiment le faire, en fait, c'est important. J'aime toujours pas ça, mais je pense que c'est important, qu'il faut le faire. Pareil, la procédure, c'est quand même important, en fait. Ça évite des soucis ensuite. Là, on a fail, mais si on n'avait pas fail, qu'est-ce qui se serait passé ensuite? Et puis, la répartition des parts, ça reste mon point où je me pose des questions. Puis surtout, au moment où je leur ai dit non, mais la version simple suffit, il aurait fallu que je me fasse entendre plus fort. On a grillé 2 mois pour rien. Voilà. Bref, en résumé, c'est pas mon rôle de vous dire de ne pas y aller. Vous êtes des adultes. Par contre, je vais vous dire d'y aller en connaissance de cause. Faites attention à vous, en fait, parce que c'est un moment de la vie qui est épuisant, impactant, prenant, extrêmement intéressant, mais prenant. Bref, voilà. Merci de votre attention. J'ai mis le QR. Si on a un peu de temps, non, 2 minutes. Bon, s'il y a des gens qui veulent dire des trucs, partager leur expérience, n'hésitez pas. Voilà. Merci.